il s'est passé quoi le 17 octobre? C'est ça, la légalisation du cannabis. En fait, les gens avaient tous peur que... C'était un peu comme le bug de l'an 2000. Les gens disaient, il va se passer quelque chose, on légalise le cannabis, on est le deuxième pays à le faire au monde, si ça ne marche pas, tout le monde va être stone. Qu'est-ce qui s'est passé le 18? Exactement comme le bug de l'an 2000. Il ne s'est rien passé. En fait, il s'est passé quelque chose. Oups, je pense que la personne qui a pris cette photo-là en avait peut-être consommé, je ne sais pas. Il me semble que d'ici, ça n'a pas l'air très au focus, là, je ne sais pas de votre côté. Ouais, je pense que les photos ne sont pas très bonnes. En voilà une qui est bonne. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que les gens ont attendu des heures et des heures pour faire partie de l'histoire, certains pour en consommer, d'autres pour voir ce qui se passait dans ces succursales-là. Certains se sont vus refuser l'entrée, même s'ils avaient attendu 2 heures parce qu'il était 10 heures, puis ça fermait. Ils sont revenus le lendemain, il n'y avait plus rien. Et pourtant, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé. Peut-être que de temps en temps, il y a certaines manifestations de frustration qui s'est passées, mais il n'y a personne qui a été arrêté parce qu'il y a eu des troubles qui se sont passés suite à cette légalisation-là. Donc, on avait un peu peur pour rien. Puis je pense qu'on continue aussi à avoir peur, et c'est pour ça que, bon, on a des nouveaux projets de loi, etc. Donc, ça, c'est ma partie éditoriale là-dessus. Mais on peut se demander, certains se sont demandé, qu'est-ce qui a piqué, quelle mouche a piqué le premier ministre? À ce moment-là, il n'était pas premier ministre, il faut savoir, Justin Trudeau, lorsqu'il a annoncé ça comme une mesure électorale, était 3e dans les intentions de vote. Donc, plusieurs ne pensaient pas qu'il était pour entrer. Le NPD était avant lui. Mais qu'est-ce qui a piqué, quelle mouche a piqué le premier ministre pour faire la légalisation? Mais on pense que c'est quelque chose de nouveau. Mais en fait, il y a plusieurs personnes qui sont de mon âge ici. Dans les années 60-70, il y a eu une commission d'enquête assez importante qui s'est déroulée. C'était la commission Ledin, c'était la commission sur l'usage des drogues, l'usage non médical des drogues, qui a recommandé que les lois soient modifiées. Et ça, c'était en 70, c'était dans le temps du père de l'actuel premier ministre. Plus récemment, au début des années 2000, il y a eu un autre rapport, le rapport Nolin. Le sénateur Nolin, c'est un sénateur conservateur, qui aussi s'est penché sur la question. Et à peu près au même moment, il y a eu un comité parlementaire qui s'est penché sur la question. Les 3 rapports ont des conclusions très semblables. Une première conclusion, c'est que la criminalisation, lorsqu'on a criminalisé le cannabis, c'était basé sur rien. En fait, il y avait des écrits dans le journal Maclean, la revue Maclean, de la juge Emily Murphy, qui racontait des histoires abominables sur les consommateurs de cannabis, mais personne ne connaissait de consommateurs de cannabis. C'était dans les années 1920, 1900, même ces premières chroniques ont commencé dans les années 1910, 13. Personne ne connaissait. Et ensuite, elle a tout mis ensemble, ces chroniques, dans un livre qui s'appelle « Le Black Candle ». Ceux qui aiment les vieilles affaires puis les histoires à faire peur, c'est parfait. Ça décrivait le consommateur de cannabis comme quelqu'un qui avait une emprise démoniaque sur lui. Le cannabis avait une emprise démoniaque sur la personne. Et puis, c'est à partir de là qu'on a dit, bon, ben, ça n'a pas l'air bien bon, ce produit-là qu'on ne connaît pas, fait qu'on va le criminaliser. Mais il n'y avait aucune preuve scientifique. Et dans les 3 commissions d'enquête, on dit qu'il n'y avait aucune preuve scientifique pour criminaliser le cannabis. Mais, en même temps, les 3 commissions disent qu'il faut un contrôle. C'est important d'avoir un contrôle parce que c'est une substance psychoactive. Et toute substance psychoactive, que ce soit l'alcool, que ce soit le tabac, que ce soit le cannabis, bien, il faut un certain contrôle. Mais le contrôle pénal, ce n'est pas un contrôle adéquat. Il y a 1 demi-million de Canadiens qui ont actuellement des casiers judiciaires à cause du cannabis. Et vous pouvez comprendre que quand vous avez un casier judiciaire, ce n'est pas intéressant. Vous n'allez pas aux États-Unis. Vous ne pouvez pas y aller.
Des fois, la banque n'aime pas bien ça vous prêter. Parfois, lorsqu'il y a un problème de séparation, bien, la garde d'enfants, ça peut être mentionné que vous avez un casier judiciaire. Il y a plein d'éléments négatifs associés au casier judiciaire, et c'est pour simple possession qu'il y a 1 demi-million de Canadiens qui ont leur casier judiciaire. Et puis, la criminalisation, les 3 rapports disent, la criminalisation, c'est plus dommageable que la consommation en tant que telle. Et ça, les 3 rapports étaient unanimes là-dessus. Mais il faut une véritable politique de santé publique. Et je pense qu'actuellement, les lois, la loi canadienne et la loi québécoise, sont basées sur des principes de santé publique, beaucoup plus que ce qui se passe aux États-Unis. Parce qu'il y a certains États américains qui ont légalisé le cannabis, pas beaucoup avec des principes de santé publique, mais on va le voir. Donc, qu'est-ce que dit la loi? Je pense que c'est important de le savoir, si nul n'est censé être ignorant devant la loi. Ça a été très difficile au niveau de savoir qu'est-ce qu'on va faire, et chaque province a eu des attitudes différentes face au cannabis. Actuellement, ici, au Québec, c'est la Société québécoise de distribution du cannabis qui a le monopole, un peu comme l'alcool, mais vous allez en Ontario, c'est différent, ça va être le privé et Internet. Vous avez des endroits où c'est un régime mixte. En Colombie-Britannique, il y a du privé et du public qui distribue le cannabis. Donc, d'avoir les permis. L'âge, l'accès, c'est encore une problématique actuelle. Là, si vous suivez un peu les nouvelles là-dessus, vous voyez que le projet de loi 2 veut monter de 18 à 21 ans l'âge d'accès au cannabis. Le contrôle et tout ce qu'il y avait au niveau de la promotion et de la prévention, c'était des éléments très importants. Il y a 2 niveaux de loi. Il y a la loi fédérale, c'est la loi C-45. La loi fédérale, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle donne un cadre, un grand cadre, un cadre très large dans lequel les provinces peuvent bouger un petit peu. L'encadrement du fédéral dit que ça ne peut pas être en bas de 18 ans, mais les provinces peuvent monter. Actuellement, c'est 18 ou 19 ans. Et éventuellement, au Québec, ça va être 21 ans. Nous allons être la seule province au Canada où est-ce que ça sera 21 ans. Le Canada dit, vous pouvez cultiver jusqu'à 4 plants à la maison. On va le voir tout à l'heure. Le Québec dit non, non, vous ne cultiverez rien à la maison. On dit aussi, vous pouvez avoir sur vous jusqu'à 30 grammes de cannabis. Vous pouvez aussi... mais il y a des interdictions d'import-export. Ce n'est pas une bonne idée d'aller aux États-Unis avec le cannabis, même si vous l'avez acheté à la SQDC. Clairement, ils vont vous arrêter. C'est illégal. Ils ont mis en place un système de traçabilité pour voir le produit, où est-ce qu'il en est. Et d'ailleurs, il y a déjà eu des rappels sur du cannabis où est-ce que les niveaux de THC qui étaient indiqués sur l'enveloppe n'étaient pas celui qui était dans les enveloppes, ce qui fait que ce système de traçabilité permet ça. Mais le système de traçabilité aussi permet qu'il y ait moins de diversion. Aux États-Unis, dans les États où est-ce qu'ils ont légalisé le cannabis, il y a beaucoup de diversion pour l'exporter vers des États où c'est illégal. Ici, c'est moins un problème parce que si on l'exporte, c'est plutôt vers les États-Unis. Et là, c'est plus compliqué. Bon, puis il y a des taxes, puis l'emballage. L'emballage, c'est quelque chose de très, très, très important. Aux États-Unis, jusqu'à tout récemment, mais là, ils ont changé, vous aviez, quand j'étais au Colorado, à Denver, il y avait ces produits. Je ne sais pas si on les voit très bien. C'est des gummy bears, des bonbons avec des couleurs très attrayantes, avec des enveloppes où est-ce que vous pouviez voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce qui fait que vous achetez légalement votre produit, vous l'amenez chez vous, vous le serrez à quelque part, mais ça a l'air attrayant. Vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, là. C'est intéressant, ça, là. Mais vous en mangez un, vous en mangez deux, vous en mangez trois, puis le petit-enfant, il s'en va à l'hôpital. Ce qui fait qu'il y a des problèmes. Ici, clairement, on n'a pas le droit de faire ça. La loi dit que ça doit être une enveloppe fermée, opaque, et parce que là, actuellement, ce n'est pas permis de vendre des produits dérivés, mais bientôt, au printemps ou à l'automne prochain, ça va être permis de vendre des produits dérivés. Et chaque produit dérivé, tout probablement, va être enveloppé séparément dans les tabarnouches d'enveloppes qui sont difficiles à enlever. Bon, c'est difficile pour nous, donc ça va être difficile pour les enfants. Mais au moins, ça protège qu'il y ait des accidents, parce qu'effectivement, au Colorado, on a mentionné beaucoup cet élément négatif suite à des intoxications d'enfants qui ne savaient pas ce qu'ils consommaient et puis qui consommaient des produits de THC.
Ça, c'est les autres types d'enveloppes qui sont permis ici au Canada. On peut penser là, que c'est légal, donc il n'y a plus de peine. Non, 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 il faut faire attention. Là. C'est légal, il y a quand même des possibilités d'être incriminé et même d'aller en pénitencier ici. Si vous avez en votre possession un produit qui n'est pas légal, vous pourriez être accusé. C'est sûr que les policiers ne commenceront pas à faire la chasse aux sorcières à ce niveau-là. Bon, j'ai entendu dans les nouvelles dire « Gardez votre reçu d'achat d'un produit de SQDC ». Il n'y a personne qui va regarder le reçu d'achat. Est-ce que vous gardez votre reçu d'achat de, je ne sais pas, moi, la télévision que vous avez pendant, je ne sais pas. Moi, je ne garde pas ça, en tout cas. Et les policiers, probablement, n'iront pas faire la chasse aux sorcières. Mais il y a cette possibilité-là. Et probablement que si on pense que la personne l'a acheté ailleurs et puis il y en a dans ces grandes quantités, ça se peut qu'on utilise cette possession-là avec maximum 750 $ d'amende, mais 5 ans moins un jour de pénitencier. Et ça, c'est achalant. Vente et distribution. Vous avez des petits-enfants, disons, il y a 17 ans et demi, votre petit gars. Vous allez acheter une bouteille de vin, sa graduation, je ne sais pas quoi, l'école secondaire. Puis vous y donnez, ou y vendez pour qu'il fasse la fête avec ses amis. Vous risquez d'avoir 250 $ d'amende. C'est plutôt rare. Mais vous faites la même chose avec du cannabis. Là, c'est maximum 14 ans de pénitencier. Et probablement qu'ils vont être un peu plus sévères sur la vente que des adultes font à des jeunes, même s'il y a des liens familiaux. Donc, il faut un peu faire attention ici là, sur cette possibilité-là. Production, si vous produisez plus que ce qui est permis, jusqu'à 14 ans de pénitencier, importation, exportation, donc vous n'allez pas aux États-Unis ou vous ne revenez pas du Colorado, même si c'est légal là-bas, avec des produits du cannabis, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, il y a quand même si c'est légal, il y a quand même des peines qui sont associées au cannabis à l'extérieur de ce qui est permis. Il y a maintenant la loi provinciale. La loi provinciale qui a été adoptée en même temps, là, donc le 17 octobre, c'était en place. C'est actuellement 18 ans. Donc, les jeunes, si vous avez des petits-enfants qui ont 18 ans, c'est le temps, s'ils veulent l'acheter légalement, parce que tout probablement que dans quelques mois, ça va être 21 ans ici au Québec. Maximum de 30 grammes, ça c'est la même chose qu'on voyait au niveau fédéral. Maximum de 150 grammes dans une maison. Ce n'est pas parce que vous êtes 18 qui êtes dans une même maison que vous avez 18 fois 30 grammes. Là. Non. Il y a le maximum de 150 grammes dans une maison. Ici, au Québec, c'est interdit de cultiver le cannabis. Il y a 2 provinces où c'est interdit, le Manitoba et le Québec. Le reste, on peut cultiver du cannabis. Il y a des gens qui disent que c'est peut-être ce qui a contribué, entre autres, à la pénurie dans la SQDC. De cannabis, parce qu'ailleurs, on peut le cultiver. Donc là, il y avait une pression davantage pour aller vers le marché de la SQDC. On ne peut pas le cultiver chez nous. Pas sûr que les gens écoutent tout ça, là, non, nécessairement. Là. Je pense que ceux qui cultivaient déjà, alors que c'était prohibé, j'ai des petits doutes qu'ils continuent à cultiver. Une publicité informative est permise, mais ça, il faut faire très attention, parce que de plus en plus, là, entre autres, il y a des marques de bière qui voulaient faire de la publicité là-dessus, ils ont eu des problèmes, donc ça va être... je pense que les avocats vont faire pas mal d'argent dans les prochains mois. Possibilité encore de fumer dans certains lieux publics, quoique ça devient de plus en plus difficile. Hein. Vous savez que les villes permettaient ou non de consommer. Donc, de temps en temps, une partie de la rue, vous pouvez consommer, l'autre partie de la rue, vous ne pouvez pas consommer. À Montréal, c'est la situation. Probablement que ça va être plus clair. On n'aura pas le droit de consommer à nulle part avec le projet de loi 2. Monopole gouvernemental, vous le savez. La conduite en état sous intoxication est interdite. La ministre disait que, bon, actuellement, on n'a pas tellement de techniques pour vraiment déceler la conduite sous intoxication du cannabis. Donc, à ce moment-là, on n'utilisera pas ces techniques-là actuellement. On va voir, c'est quand même interdit ici de consommer sous l'effet du cannabis.
Donc, c'est la tolérance zéro. Ce n'est pas, à certains endroits, vous pouvez penser que c'est 10 nanogrammes, d'autres 2 nanogrammes dans d'autres États américains. Ici, c'est 0 nanogramme. Et puis, on a une suspension immédiate du permis. Ce qui est intéressant, quand je disais que c'est basé sur des principes de santé publique, c'est qu'il n'y aura pas de profits qui vont être entrés dans les coffres du gouvernement. La SAQ, là, elle en fait pas mal. Des profits, l'Auto-Québec, ça en fait pas mal. Mais au niveau de la SQDC, il va y avoir les frais de fonctionnement et tous les profits vont être remis à la prévention et la recherche actuellement. Ça, ce qui est quand même très intéressant. Il va y avoir aussi un comité de vigilance qui va faire un rapport au ministre. Et là, ils sont en train de constituer ce comité de vigilance qui va faire un rapport au ministre pour savoir est-ce qu'il y a des éléments qu'il faut modifier. Parce que c'est sûr, on est dans les premiers pays là, à faire de la légalisation. Donc, il faut s'ajuster. Il faut probablement modifier certaines clauses. C'est normal. On est très novateur. La loi 2. Et ça, c'est la loi qui est débattue devant le comité parlementaire, la commission parlementaire actuellement. Avec la loi 2, ce serait 21 ans. On entend beaucoup parler. Interdiction de fumer dans les lieux publics. Ça, on entend peut-être un peu moins parler, mais c'est clair que selon ce projet-là actuellement, dans les lieux publics, sur la voie publique, ce serait interdit de consommer. On peut comprendre consommer avec un joint que c'est facile à détecter. Je ne suis pas sûr que quand tu as ton chewing-gum, quand ça va être légal, le chewing-gum, que ça va être si facile à détecter que la personne consomme sur la voie publique. Et interdiction aussi de posséder dans les établissements d'enseignement collégial et universitaire. Ça va être un changement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont à peu près mon âge, qui ont été au Cégep Maisonneuve. Moi, en 72, j'étais au Cégep Maisonneuve. Et puis, on rentrait dans le pavillon des sports et on était accueillis par une bouffée de cannabis à chaque fois. On ne me dira pas que le directeur général ne connaissait pas cet endroit-là. On ne me dira pas que les policiers ne connaissaient pas. Il y avait une tolérance très grande. Maintenant, les jeunes... Pas de consommation. De toute façon, ils ne consomment pas du tabac non plus, ce qui a été changé. Mais bon, il y a quand même un changement de mentalité très important. Et interdiction d'exploiter des points de vente qui sont à proximité des cégeps ou des universités. Mais vous pouvez penser que la résidence étudiante, c'est habituellement sur le campus. C'est souvent sur le campus universitaire. Fait que ça va être intéressant de voir comment on va gérer la situation. On n'est pas les seuls, je vous le disais tout à l'heure. L'Uruguay a été le premier pays à le faire. Ensuite, il y a 10 États américains maintenant qui ont légalisé le cannabis. Ils l'ont légalisé de façon très différente de nous. Ici, on voit plus c'est foncé, plus c'est légal, plus c'est gris, plus c'est interdit. Donc, on voit que, puis de temps en temps, vous le voyez, en vert foncé, c'est légal pour les fins récréatives et médicales, mais de temps en temps aussi, c'est accepté pour les fins médicales. Mais c'est très, 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 très différent d'ici, dans le sens que c'est le marché privé qui contrôle tout. Ça, c'est des annonces, des publicités que j'ai prises au hasard. Donc, il y avait pour le Noël un Holiday Special. Donc, du 18 décembre au 25 décembre, là, si vous pouviez avoir, en tout cas, vous pouviez avoir des rabais sur plein d'autres choses. On voit aussi un autre rabais, donc un spécial sur n'importe quel... Et ce qui est aussi achalant, c'est que les femmes sont très représentées au niveau de la publicité. Là, j'ai pris celles qui sont les moins sexées peut-être, mais il y en a d'autres que c'est assez sexy. Et il semble que la publicité, la journée de la Saint-Valentin est quelque chose de très populaire parce qu'ils ont le droit aux produits dérivés. Donc, les cerises trempées dans l'huile de cannabis, l'huile de cannabis pour finir la soirée et permettre des performances différentes, dit-on. Je ne suis pas sûr que ça a été testé en laboratoire nécessairement, tout ça. Mais la publicité est très omniprésente. On ne verra pas ça ici au Québec.
Donc, c'est même très, très, très restrictif par rapport à ce qui va se passer, même dans le reste du Canada. Mais on ne verra pas ça, et heureusement qu'on ne verra pas ça. Parce que l'idée, là-bas, on voit des grands panneaux publicitaires, vous le voyez en haut, c'est l'idée de dire « Mon cannabis est meilleur que celui du voisin, venez acheter chez nous ». Mais ce faisant, on essaie d'augmenter la vente. Parce que qu'est-ce que fait un privé? C'est qu'il veut augmenter les profits de ses actionnaires. Puis augmenter les profits de ses actionnaires, c'est en faisant augmenter soit la fréquence de consommation, soit le nombre de consommateurs. Et c'est un peu ce qui se passe. Mais malgré ça, on va voir des statistiques sur le nombre de consommateurs au Colorado et dans l'État de Washington. Ce qui est un peu rosé au bout, c'est le moment où la légalisation est arrivée au Colorado et dans l'État de Washington. Colorado, c'est la ligne du haut qui est en orangé, et l'État de Washington, c'est la ligne plus brunâtre, et la ligne du bas, c'est la moyenne de consommation aux États-Unis. On voit que dans les deux États, ces deux États qui ont légalisé le cannabis, déjà la moyenne de consommateurs était plus élevée que dans les États qui n'ont pas légalisé, dans l'ensemble des États-Unis. C'était déjà plus élevé. On voyait une tendance au moment où ça a commencé les référendums pour faire voter cette loi qui légalise le cannabis. Déjà, il y avait une augmentation de la consommation. Cette augmentation de la consommation s'est poursuivie un peu au Colorado, puis ensuite s'est stabilisée, et puis dans l'État de Washington. Donc, on peut voir une légère augmentation, mais pas encore l'augmentation que l'on pensait qui était pour nous arriver avec tout le monde stone, puis tout le monde au travail gelé. Ce n'est pas la situation, même au Colorado, où est-ce qu'il y a beaucoup, mais beaucoup de publicité pour que les gens consomment, ce qui n'est pas notre cas ici. Si on regarde au niveau des jeunes, ce qu'on s'aperçoit, bizarrement, il y a une réduction de la consommation. Est-ce que c'est par hasard? Parce qu'on peut penser aussi qu'il y a des cycles au niveau des études de prévalence. Donc, il y a des cycles qui montent puis des cycles qui baissent. Peut-être que là, on avait déjà atteint le plateau et puis on est dans un cycle baissier. D'autres interprètent ces données-là en disant que maintenant que la légalisation, c'est plus facile de parler de la consommation du cannabis, c'est plus facile de parler des dangers de la consommation éventuelle, et à ce moment-là, il y a eu un effet de ces campagnes de prévention, ce qui fait qu'on voit cette réduction de la consommation depuis la légalisation. Ici au Canada, est-ce qu'on a modifié notre façon de consommer? Est-ce qu'on a augmenté? Statistique Canada vient de sortir, c'est la semaine dernière, ses premiers chiffres. Mais ces premiers chiffres, c'est juste sur 3 mois. C'est difficile à interpréter, là. Mais selon Statistique Canada, ceux qui consommaient déjà ont l'intention d'augmenter leur consommation. Ceux qui ne consommaient pas, 82 disaient « Bon, ben, moi, je ne consommerai pas bien plus ». Mais ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'au Canada et au Québec, dans les 3 premiers mois de la légalisation, il n'y a pas eu d'augmentation. En fait, au Québec, il y a une légère augmentation. C'est en décimale, cette légère augmentation de la consommation, alors qu'au Canada, c'est très stable. Au Québec, c'est un peu moins important la consommation que dans l'ensemble du Canada, selon les chiffres de Statistique Canada. C'est 13,6 au Québec, 15,4 au Canada, au niveau de la consommation récente, là. Donc, il n'y a pas eu ce boom de consommation suite à la légalisation. Mais vous allez me dire, de toute façon, on n'est pas capable de s'en trouver, ça fait qu'on ne peut pas consommer davantage. Effectivement, il va falloir continuer à suivre la situation. Quand les tablettes vont être garnies, peut-être qu'il va y avoir cette augmentation de la consommation. Mais il faut faire attention au niveau de l'augmentation de la consommation. Disons là, vous êtes policier, vous êtes juge. On vous téléphone, on dit « Bon, on fait un petit sondage sur la consommation de drogue. » Habituellement, on dit les habitudes de vie, là. Mais on fait un petit sondage sur la consommation de drogue. Est-ce que vous en avez consommé dans la dernière année? Vous êtes institutrice, vous êtes instituteur, vous êtes professeur, vous êtes policier, vous êtes juge. Peut-être que vous avez une petite gêne. Peut-être qu'une fois que ça va être légal dans 5 ans, peut-être que là, vous allez commencer à le dire. Donc, on va voir une augmentation de la consommation. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une réelle augmentation de la consommation ou c'est parce qu'on est moins gêné de le dire parce que c'est légal? Il faut aussi faire attention au niveau de ces statistiques-là. Peut-être, on va regarder pourquoi consommer.
Mais on va regarder aussi, ça date de 2012. Il faut faire attention. Donc, il y a peut-être une variation là, qu'il faut faire depuis que c'est légal. Mais c'est clairement les 18-24 ans, et je dirais les 18-21 ans, c'est à peu près à 30 29 quelque chose %, qui sont les plus grands consommateurs. Donc, les plus grands consommateurs, avec la loi 2, vont devoir s'approvisionner sur le marché illicite. Il faut garder ça en tête. Et puis, dans les bébés boomers, ben, on a peut-être déjà consommé pas mal, mais en 2012, on ne consommait plus bien. Peut-être que là, ça va augmenter avec la légalisation, et je pense que David va en discuter tout à l'heure. Mais selon les chiffres, là, on est dans ceux là, qui consomment le moins au niveau de l'ensemble des prévalences. Pourquoi on consomme? Il y a différentes raisons. Et là, il me reste combien de temps? Oui, bien, je vais la partager. Il me reste 5 minutes? OK. Donc, je vais aller quand même à ça. Pourquoi on consomme de façon récréative? C'est beaucoup au niveau de l'accentuation des sens. L'ouïe, l'odorat, le goût. Hein? Les gens, là, ils dévalisent le frigo, ils ont faim aussi. C'est sûr, parce qu'on a demandé aux gens que c'était quoi, et c'est les raisons qu'on nous disait. La détente, la relaxation. Plusieurs vont consommer après une dure journée de travail pour aller se coucher, se calmer. L'effet d'immersion. L'effet d'immersion, là, hein, les cinémas maison à 5.1, mais si vous avez en plus 5.1 plus cannabis, l'effet d'immersion semble pas mal plus fort. Dans les films, dans les jeux. Mais en même temps, là, si votre partenaire de jeu en ligne, il prend du cannabis, c'est facile à gagner parce que sa concentration ne sera pas nécessairement la meilleure. Sauf que lui va se sentir plus immergé dans la situation, sauf que vous allez gagner. Lâcher prise. Le petit, de temps en temps, là, il y a une idée qui ne nous lâche pas. Elle ne nous lâche pas, elle nous trotte dans la tête. Puis là, ce hamster-là, il roule. Bien, c'est une façon de faire la cage, elle s'en va dehors, et puis le hamster n'est pas là pendant un certain temps. C'est une façon de faire. Les tâches quotidiennes. Le ménage du printemps, là, le grand ménage du printemps, il n'y a rien de mieux, semble-t-il, que d'avoir consommé un bon joint ou un muffin aux potes. La tâche routinière devient plus intéressante. Laver la vaisselle, là, c'est plus pareil, semble-t-il. Se sentir plus créatif. Avoir des idées, de nouvelles idées. Plusieurs font de l'automédication aussi. Je connais des gens qui préfèrent prendre des produits illicites que des produits licites parfois parce qu'ils se sentent moins mis en marge de la société. Et le cannabis, c'est un des produits de temps en temps qui est utilisé. On parle d'effets secondaires. Dans les effets secondaires, c'est beaucoup les déficits au plan cognitif qu'on mentionne. C'est sûr que quand je vous disais, si vous jouez en ligne contre quelqu'un qui se sent peint immergé dans son jeu parce qu'il a consommé du cannabis, vous allez gagner, bien, c'est parce que le problème, c'est la concentration et l'attention. Ils ne sont pas forts, sa concentration ni l'attention. Le multitasking, là, les jeunes sont bons là-dessus, sauf ceux qui consomment. Ça aide pas. Traitement de l'information, tout ça, là, quand ça va vite, c'est pas bon. Donc, vous pouvez comprendre que la conduite sous intoxication, oui, les gens pensent qu'ils sont plus prudents. Ils pensent qu'ils sont plus prudents parce qu'ils n'avancent pas. Ma blonde, de temps en temps, me dit, tiens, il doit avoir pris un joint, là, il avance pas, il bloque le trafic. Mais en même temps, heureusement qu'ils n'avancent pas vite parce que leurs réflexes ne sont pas forts. Puis vous avez peut-être vu l'annonce, la publicité de la SAQ, 1 bateau, 2 bateaux, 3 bateaux, mais c'est ça que ça prend de temps en temps. La personne dit « Oups, il faudrait que je tourne 1 bateau, 2 bateaux, 3 bateaux. » Ah, puis là, il tourne, mais la rue, c'est rendu la deuxième, là, après. Il s'est trompé. Ça aide pas. Donc, s'il y a un enfant qui passe entre 2 autos, les réflexes sont moins vite. Puis, ils ont aussi une vision tunnel, donc il ne l'a même pas vu arriver de côté. Il n'a même pas eu la chance de le voir arriver, l'enfant, de côté. C'est ça le problème. Donc, il ne faut pas conduire en état d'intoxication au cannabis. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça reste dans le sang. Plusieurs personnes disent « Soyez prudents, 6 heures ». C'est sûr que 6 heures, c'est un peu long. Hein? Si vous allez dans un party, vous allez coucher là. Parce que 6 heures, c'est un peu long.
L'effet d'une consommation chronique sur les fonctions cognitives, on a l'impression que les gens qui consomment à long terme de façon quotidienne peuvent avoir des problèmes de mémoire, des problèmes d'organisation, d'apprentissage verbal et tout ça entraîne un risque d'échec scolaire. Donc, on a souvent entendu, mis en lien une consommation très régulière et fréquente avec les problèmes motivationnels, comme on dit parfois, donc des échecs éventuellement. Le problème, c'est que de temps en temps, on ne sait pas quelle est la poule et quel est l'œuf aussi. C'est peut-être parce que c'était difficile de s'adapter aux exigences scolaires qui consomment davantage. Il y a aussi ça qu'il faut faire attention. Les complications au niveau... Bon, on parlait du syndrome motivationnel. On voit Garfield peut-être ici. Donc, une perte d'intérêt, de motivation. Mais les recherches... Le problème, là, c'est que c'était une drogue illégale jusqu'à maintenant. C'était difficile de se procurer. Il fallait plein d'exemptions pour se procurer le cannabis. Donc, on faisait peu de recherches là-dessus. Là, on va en faire beaucoup plus, heureusement. Il y en avait certaines recherches, mais ce n'est pas très concluant toujours. Et 2 mots sur la dépendance. Combien de gens vous pensez, quel est le pourcentage, et là j'arrête tout de suite après, quel est le pourcentage de personnes qui consomment du cannabis qui en deviennent dépendants selon vous? Un chiffre. 5%. J'ai entendu 10 puis là je vois 5, 10 5, on fait la moyenne à peu près 9 Dans les chiffres qu'on a là, c'est 9 qui en deviennent dépendants. Sauf que j'ai entendu des chiffres plus élevés. Et vous avez aussi un peu raison, parce que si les gens commencent à consommer en bas âge, et souvent le bas âge, on dit avant 16 ans, là, les risques de développer une dépendance sont beaucoup plus élevés, ils sont presque doublés. Donc, il faut aussi faire attention. Ce qu'il faut faire attention, on parle souvent, et là, je vais laisser David la place, mais on parle souvent de psychose et des dangers de psychose. Mais ce qu'on voit au niveau de la recherche, c'est souvent lorsque une personne consomme avant 16 ans et consomme très fréquemment. Donc, l'idée, là, c'est de repousser le plus possible l'initiation de la consommation et surtout l'initiation d'une fréquence de consommation élevée le plus tard possible dans son développement et surtout après 16 ans. Je laisse David qui va continuer avec le cannabis médical, entre autres. Merci. Il y avait un dernier mot. J'avais plein de choses à compter. Donc, on va changer de sujet un petit peu pour parler plus de l'utilisation médicale du cannabis, puis on va changer peut-être un peu de substance, parce que je pense que je peux dire sans trop me tromper que là, on a parlé surtout des effets du THC. C'est ça. Souvent, quand on parle du cannabis, on parle des effets du THC. Moi, je pense, je ne sais pas si Serge est d'accord, qu'on devrait vraiment différencier THC et CBD. Probablement que dans 10 ans, on ne parlera plus de cannabis, mais on va parler de THC et de CBD, parce que c'est vraiment 2 choses complètement différentes. Donc, on va peut-être parler un petit peu plus de CBD maintenant, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe avec le cannabis dans notre corps, puis les effets du cannabis médical. Donc, pour dire premièrement que les récepteurs du cannabis, il y a 2 sortes de récepteurs du cannabis. Il y a ceux qu'on appelle les CB1, ceux qu'on appelle les CB2. Les CB1 sont ceux qui sont situés surtout au niveau du cerveau et au niveau de toute la moelle épinière, alors que les CB2 sont plus au niveau de différents organes dans le corps. Pourquoi c'est important? Parce que quand on va avoir les cannabis naturels qui vont circuler dans notre corps, ils vont aller se lier à ces récepteurs-là. Donc, on a des cannabis endogènes, donc c'est des cannabinoïdes, endogènes, donc c'est des cannabinoïdes qui sont produits par le corps humain. Il y en a 2 qui vont aller se lier au niveau de ces récepteurs-là, les CB1 et les CB2 dont je vous ai déjà parlé. Quand on parle de cannabinoïdes, il y a plusieurs formes de cannabinoïdes différents. Il y a les endocannabinoïdes, donc ceux qui sont produits de façon naturelle par notre corps. Il y a les phytocannabinoïdes, donc phyto qui veut dire plante. Donc, ceux-là sont retrouvés dans plusieurs plantes, surtout dans la plante de cannabis. Il y a tous ceux qu'on appelle les cannabinoïdes synthétiques. Donc, ça, c'est quand quelqu'un veut avoir... Il y en a qui disent qu'ils veulent avoir du pot en pilule, là.
Donc ça, c'est ce qu'on va aller acheter à la pharmacie. C'est vraiment des cannabinoïdes synthétiques. Il y en a 3 surtout, le Sésamètre, le Marinol, puis le Sativex, qui est un petit spray là, qu'on met en dessous de la langue. Moi, je dis souvent que ces cannabinoïdes synthétiques-là sont au cannabis ce que la morphine ou le dilodide sont à l'opium, c'est-à-dire que c'est vraiment synthétique. Donc, on n'a pas du tout les mêmes effets quand on prend des synthétiques que quand on prend les phytocannabinoïdes qui viennent des plantes. Donc, si on parle des phytocannabinoïdes, je le disais, il y a 2 composantes principales, le THC, qui est le delta-9-tétrahydrocannabidiol, et il y a le CBD. Le THC, c'est celui qui va donner l'effet euphorique. Donc, ceux qui l'achètent dans la rue, là, habituellement, c'est plus pour avoir l'effet euphorique, c'est plus pour avoir l'effet du THC. Le THC a aussi un effet sur la douleur. Il peut avoir un effet pour diminuer les nausées, il peut diminuer les spasmes, il peut augmenter l'appétit, il peut diminuer l'anxiété, puis il peut améliorer le sommeil. L'autre forme, c'est le CBD, le cannabidiol. Celui-là ne crée pas du tout d'euphorie. Donc, il n'y a pas du tout de buzz avec le CBD. Il y a des effets contre l'épilepsie. Des fois, vous avez sûrement entendu des histoires d'enfants qui avaient de l'épilepsie, qui arrivaient à contrôler par rien, puis qui ont réussi à contrôler avec le cannabis. C'est avec le CBD. Il y a un effet anti-inflammatoire, il y a un effet sur la douleur, il y a aussi peut-être un effet sur l'anxiété, sur la spasticité. Il y a même des gens dans des modèles animaux qui disent que ça peut diminuer la prolifération du cancer. Puis il y a même, on va en parler plus tard, des gens qui disent que ça peut avoir un effet de neuroprotection. Donc, ça pourrait nous aider à garder la mémoire. Donc, on voit que si on veut vraiment traiter un symptôme, habituellement, on va y aller surtout la douleur, on va y aller plus avec le CBD. Donc, est-ce que ça fonctionne? Je suis sûr que vous avez entendu parler de gens, vous avez vu dans les journaux, vous avez peut-être rencontré des gens qui ont été miraculés depuis qu'ils prennent du cannabis. Il y en a plein les journaux. Moi, je dis toujours, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un à qui c'est arrivé. Moi, je suis comme l'homme qui a vu l'ours, là. Moi, je n'ai jamais vu l'ours jusqu'à maintenant dans ma pratique en clinique de la douleur, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été miraculé avec du cannabis pour traiter de la douleur. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un à qui c'est arrivé. Je n'ai jamais rencontré le quelqu'un en question, mais il y en a des centaines de milliers apparemment. Donc, qu'est-ce que les études nous disent? Premièrement, il y a très, très peu d'études qui ont vraiment étudié le cannabis pour traiter la douleur. Il y a quelques études, mais il n'y a rien qui est d'une qualité scientifique suffisante pour dire qu'on va reconnaître que c'est efficace médicalement. Il y a eu quelques revues des gens qui ont regardé toutes les études qui avaient été faites puis qui ont essayé de voir la conclusion de ça. Il y en a une principale qui a été publiée dernièrement. Ils ont regardé, eux, toutes les formes de cannabinoïdes. Donc, pas seulement le cannabis qu'on va fumer ou prendre en huile, mais aussi les cannabinoïdes qu'on va acheter à la pharmacie. Ils ont regardé, pour la douleur spécifiquement, qu'est-ce que c'était les chances d'avoir une diminution de 30 % de la douleur. Quand on parle de traitement de la douleur, quelqu'un qui ont dit que le traitement est un succès, c'est quand il y a une diminution de 30 % de la douleur. Donc, c'est jamais de guérir. Quand c'est 30 % dans les études, on considère que c'est positif. Il disait qu'il y avait 1,46 fois plus de chances d'avoir moins de douleur à 30 % avec les cannabinoïdes qu'avec un placebo. Dans l'ensemble de ces études-là, il y en a 29 % qui avaient une diminution de 30 % de la douleur avec les cannabinoïdes, puis il y en avait 26 % avec le placebo. Donc, il n'y a vraiment pas une grosse différence. Puis, il fallait traiter 24 personnes pour en avoir une qui avait une diminution de 30 %. Mais ça, c'était une étude où ils ont mis toutes sortes de choses. Ils ont mis le cannabis à différentes doses, ils ont mis les pilules, donc c'est difficile de répondre à ça. Puis on voit c'est encore plus rare, évidemment, d'avoir une diminution de 50 %. Quand ils demandaient aux gens s'ils étaient, c'est une mauvaise traduction de l'anglais, much ou very much improved, je ne savais pas comment le traduire, j'ai traduit comme beaucoup ou très beaucoup amélioré, ce qui est du mauvais français, on s'entend. Donc, il disait que pour être beaucoup ou très beaucoup amélioré, il y avait 1,62 % plus de chances avec les cannabinoïdes. Là, il y a une erreur de virgule, donc 19 % qui étaient très beaucoup ou beaucoup améliorés avec les cannabinoïdes, puis 11 % avec les placebos. Donc, encore là, il faut en traiter beaucoup pour qu'il y en ait une qui soit beaucoup ou très beaucoup améliorée. Mais les effets secondaires étaient plus fréquents avec les cannabinoïdes. Donc, il concluait que
c'est peu probable que les cannabinoïdes soient un traitement très efficace pour la douleur chronique qui n'est pas reliée au cancer. Et il y a quelques types de douleurs, par contre, comme la douleur qui est reliée à la sclérose en plaques, où là, c'est vraiment plus efficace, entre autres, ce qu'on appelle les nabiximols, le Sativex, qui est un spray qu'on peut mettre en dessous de la langue. Celui-là est beaucoup plus efficace pour traiter la douleur reliée à la sclérose en plaques. En résumé, il y a des gens aussi qui ont regardé en résumé dans toutes les études qu'est-ce qu'on pouvait conclure. Eux concluaient que pour la douleur chronique, pour la douleur neuropathique, on avait une certaine évidence, donc une certaine preuve que le cannabis pouvait être efficace. Encore là, c'est assez limité. Ça peut soulager les nausées ou les vomissements qui sont causés par la chimiothérapie. Ça peut, comme je le disais, soulager la spasticité qui est causée par la sclérose en plaques. Une évidence modérée, donc quelques études qui montrent que ça peut aider à améliorer le sommeil. Là, on parlait surtout de cannabinoïdes, donc c'est surtout des pilules. L'apnée du sommeil, le trouble du sommeil qui sont reliés à la fibromyalgie, à la douleur chronique, puis à la sclérose en plaques. Où on n'a pas vraiment d'évidence claire dans la science, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de preuves claires que ça fonctionne. Augmenter l'appétit, diminuer la perte de poids associée au HIV, la spasticité, les symptômes de Gilles de la Tourette, l'anxiété et le stress post-traumatique. Donc, une certaine évidence que ça pourrait fonctionner, mais rien de clair. Quels effets secondaires? On en a parlé un petit peu tantôt, mais quand on le prend au niveau médical, quels effets secondaires on va avoir? Encore là, on parle surtout d'effets secondaires du THC. Donc, sédation, fatigue, étourdissement, bouche sèche, la toux ou les sécrétions, la bronchite, ça c'est seulement si on va le fumer, évidemment. Anxiété, nausée, les effets cognitifs, l'euphorie, un peu moins fréquent, mais qui peut aussi être retrouvé avec le THC. Le CBD, pour en avoir vu plusieurs là, qui en prennent, a presque aucun effet secondaire. Les seuls effets secondaires qui sont rapportés et que j'ai vus, c'est la vision brouillée puis la céphalie. Il y en a quelques autres qui sont beaucoup moins fréquents. Quand on parle de conduite auto, encore tantôt on parlait de conduite auto, je pense qu'il faut préciser que tout ça, c'était avec le THC. Si on prend seulement du CBD, il ne va pas y avoir d'effet sur la conduite auto. Maintenant, ce que je ne sais pas, peut-être que Dr. Brochu le sait, c'est est-ce que le test salivaire fait la différence entre le THC et le CBD? Ça, je ne suis pas certain. Donc, si on conduit de façon un peu erratique puis qu'on a pris du CBD, peut-être qu'eux, ils ne pourront pas faire la différence, là, ce qui est un problème. Ça a été montré qu'il y avait une augmentation de 22 % des risques d'accident avec le THC. Donc, les recommandations, ça, j'étais allé à une conférence d'un médecin qui travaille à la SAC. Il disait qu'il ne fallait pas conduire 4 heures après l'avoir fumé et 6 heures après l'avoir pris en huile, donc ce qui est quand même très long, là. Si on veut, 6 heures après l'avoir pris en huile. Et ça, c'était, ils ne font pas la différence vraiment avec le CBD puis le THC, mais le CBD ne devrait pas affecter la conduite. Comment on le prend maintenant? Différentes façons de le prendre. Donc, on peut le prendre par inhalation, donc soit le fumer ou par vaporisation. Je vais vous le montrer un petit peu tantôt. Ou on peut le prendre de façon orale, en huile ou en capsule. Puis là, hier, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est quelque chose que je ne pensais jamais que je ferais dans ma vie, là, surtout pour une conférence. C'est de montrer comment faire un joint. Je trouvais ça vraiment intéressant de préparer ça hier, là. Donc, le but, ce n'est pas d'avoir une représentation technique, là, mais plutôt de dire qu'il y a des gens qui peuvent le fumer au niveau médical. Moi, je dois vous dire que dans mes patients, il y en a en clinique de douleur, j'en ai probablement une quarantaine maintenant qui utilisent du cannabis. C'est très, très rare ceux qui veulent le fumer. C'est beaucoup l'image qu'on a, hein? Mais habituellement, les gens, ce n'est pas ce qu'ils veulent, pour plein de raisons. Entre autres, bon, toutes les raisons qu'on peut comprendre, mais il y a aussi des raisons techniques. C'est ça mon but, là, avec les photos, de montrer que c'est quand même pas simple. On peut les acheter à la SQDC déjà préparée. On va parler tantôt comment se procurer le cannabis médical. Si on l'utilise vraiment par la voie médicale, on ne peut pas les acheter préparés. Donc, il faut soi-même les préparer, ce qui est plus complexe. Donc, il y en a très peu qui veulent le fumer, mais c'est une façon de le faire. On peut aussi le vaporiser. Le vaporiser, c'est un peu comme l'équivalent de la cigarette électronique, sauf que d'avoir un liquide, comme le liquide de nicotine, on va vraiment mettre la plante. On va mettre la cocotte ou les grains directement dans le vaporisateur, puis on va respirer ça. Il y a différentes façons. Vous voyez qu'il y en a des tout petits, il y en a des plus gros. Ça va produire une vapeur qui sent rien. Je ne l'ai jamais essayé, là, mais on me dit que ça ne sent rien. Puis que, donc, on peut le prendre, puis personne ne s'en rend compte, là.
Quelqu'un qui me disait qu'il y avait un médecin qui en prenait entre ses patients, puis le patient suivant ne s'en rendait pas compte. On peut le prendre en huile, c'est vraiment ce que la plupart des gens font, parce que si on y va avec le vaporisateur, encore là, ça demande une certaine manipulation puis une certaine technique qui peut être plus difficile. Donc, la plupart des gens vont le prendre en huile. Donc, quand on le prend en huile, on le prend avec une bouteille. Ça vient habituellement avec une petite seringue là, où on va pouvoir prélever une quantité très précise de l'huile de cannabis, puis on va le prendre directement dans la bouche. On a toujours l'idée du muffin, de la salade, de n'importe quoi qu'on va faire au cannabis. C'est probablement très correct pour les parties de Saint-Valentin, là. Mais si on l'utilise au niveau médical, c'est vraiment pas recommandé. Parce que si on fait un muffin, on ne sait pas trop est-ce que ça va être dilué de façon homogène dans le muffin. Ils vont rester sur les cuillères, ils vont rester dans le bol. Donc, si on veut vraiment avoir une dose précise, on ne va pas l'avoir si on l'utilise entre la nourriture. Donc, le plus simple, ce qui est recommandé, c'est vraiment de le prendre dans la bouche. C'est une huile il y a des compagnies qui le font avec de l'huile de coco, d'autres qui le font avec de l'huile d'olive. Il y en a qui disent que le goût n'est pas bon, là, mais la plupart des gens disent que ça goûte presque rien, puis on le prend directement dans la bouche, c'est une très, très petite quantité. On peut aussi l'avoir en capsule. Les capsules, tout ce que ça va être, c'est qu'ils ont pris l'huile, puis ils ont mis l'huile dans une capsule. Donc, c'est juste plus facile à prendre. Mais c'est moins facile à doser, peut-être un peu. C'est beaucoup plus cher de l'acheter en capsule. Donc, la plupart des gens le prennent en huile. Ou on va le prendre en capsule, par exemple, c'est les gens qui ont leurs médicaments dans un pilulier. On ne peut pas mettre l'huile dans le pilulier. Ça devient très difficile avec la seringue. Donc là, on va pouvoir y aller avec les capsules, puis ça va être plus facile. Donc, est-ce que si on choisit de le fumer, de le vaporiser ou de le prendre par la bouche, il va y avoir des effets différents, évidemment. Si on le fume ou on le vaporise, l'effet est beaucoup plus rapide. Donc, en 5-10 minutes, on va avoir un effet parce que ça va être absorbé plus rapidement au niveau des poumons. Si on le prend par la bouche, l'effet va être beaucoup plus lent. Donc, ça peut prendre entre 60 et 180 minutes pour avoir un effet. L'effet va être plus long si on le prend par la bouche. Donc, les avantages de le fumer ou de le vaporiser, c'est que ça va aller plus rapidement. Puis, si on a des symptômes vraiment très aigus, là, si on a une douleur ou un spasme très, très, très aigu et très sévère qui survient sans qu'on puisse le prévoir, ça va avoir un effet plus rapide. Le prendre par la bouche, c'est plus facile, ça ne sent pas mauvais, c'est plus discret. Puis, si on a une maladie chronique on va avoir un effet prolongé, on est mieux de le prendre par la bouche. Où se le procurer si on veut prendre du cannabis au niveau médical? Premièrement, souvent, on entend que le médecin prescrit le cannabis. Moi, je trouve que c'est très important de dire que le médecin ne prescrit pas le cannabis. Ce que le médecin fait, c'est qu'il autorise la personne à se procurer du cannabis. C'est vraiment très différent parce qu'une fois qu'on a fait cette autorisation-là, la personne peut le prendre comme elle veut, peut le prendre quand elle veut, peut le prendre à la quantité qu'elle veut. On peut mettre des certaines lignes, des certaines limites, mais on ne va pas dire, comme on dit, de prendre un médicament à telle dose, à telle heure. On autorise la personne, on peut lui dire, mais il n'y a rien qui l'oblige, comme quand on va acheter un médicament à la pharmacie. Donc, si on veut l'avoir au niveau médical, le médecin va autoriser la personne à s'en procurer. Il faut choisir un producteur autorisé. On va autoriser auprès de ce producteur-là de façon spécifique. Le patient va s'inscrire auprès du producteur, puis il va commander par Internet ou par téléphone et c'est livré directement à la maison. Puis à chaque année, il faut renouveler l'autorisation. Est-ce qu'on peut aller s'en acheter à la SQDC? On peut, mais ce n'est pas recommandé. D'ailleurs, les conseillers à la SQDC, si vous y allez et que vous dites « j'ai mal dans le dos, je voudrais avoir du cannabis », ils sont supposés de vous dire d'aller consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé. Ils ne sont pas supposés de vous en vendre puis de vous conseiller. Ce n'est pas de vous conseiller sur une utilisation médicale du cannabis. Puis les gens que je connais qui l'ont testé ont dit que c'était vraiment ça qui s'était passé. Ils ne sont pas supposés vous dire quoi utiliser. Quoi qu'on voit, quand on regarde sur je ne suis jamais allé en succursale, mais quand on regarde sur le site web, on voit que les produits de CBD, donc les produits qui sont plus efficaces pour la douleur ou des symptômes médicaux que pour l'euphorie, sont aussi en rupture de stock à la SQDC, autant que les autres. Donc, ce qui nous laisse penser qu'il y a des gens qui l'achètent à la SQDC pour traiter de la douleur, autant que pour avoir l'euphorie. On peut aussi s'en procurer dans un dispensaire. Qu'est-ce que c'est un dispensaire? C'est comme le Club Compassion, comme le Cannabis Culture, qui est fermé maintenant à Montréal, comme la Croix-Verte. Il y a plusieurs dispensaires. Les dispensaires, il faut dire que c'est des endroits qui sont tolérés, mais qui sont illégaux.
Donc, le cannabis qui est là, c'est du cannabis illégal. Ils n'ont jamais fermé, ils n'ont jamais arrêté ces gens-là jusqu'à maintenant, ils ont toujours toléré. Est-ce que ça va rester maintenant qu'il y a des façons légales de s'en procurer? Il faudra voir. Donc ça, c'est vraiment pas recommandé. Souvent, les patients qui vont là ont l'impression qu'ils vont dans une clinique de cannabis légale, reconnue dans le système de santé, mais c'est vraiment pas le cas. Donc, à cet endroit-là, la standardisation de ce qu'on va prendre va être vraiment différente. Si vous voulez avoir de l'huile, souvent c'est de l'huile qui va avoir été extraite manuellement par quelqu'un dans l'arrière-boutique. Puis les patients que j'ai vus qui en avaient, là, ça avait l'air de l'huile qui avait été prise dans un marais. C'est franchement dégueulasse. Donc, ce n'est pas la même quantité, c'est pas la même qualité que ce qu'on va acheter d'un producteur autorisé. C'est là que vous pouvez acheter des bonbons, des chocolats et tout ça, tous les produits illégaux. Eux, ils les vendent. Mais encore là, c'est toléré, mais c'est illégal. Donc, si vous n'avez pas un médecin qui veut vous en autoriser, il y a une clinique à Montréal qui s'appelle la clinique Santé Cannabis, où là, ils ont des médecins qui sont vraiment spécialisés pour le cannabis, qui vont pouvoir évaluer la personne puis dire si le cannabis est une bonne option. Je disais qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Il y a une étude qui a été faite en Israël. Je la présente, mais il faut vraiment la prendre avec un gros grain de sel, parce que si c'était aussi positif que ça, là, je pense qu'on en mettrait dans l'eau. Donc, eux, ils ont regardé des personnes qu'ils ont questionnées dans une clinique de médecine générale. Ils leur ont demandé à ceux qui prenaient du cannabis, puis là, ils les ont évalués. Israël, c'est l'endroit dans le monde où il y a le plus de gens qui prennent du cannabis pour des raisons thérapeutiques, pour une raison que j'ignore. Donc, les gens prenaient surtout pour le cancer ou pour d'autres douleurs non associées au cancer. L'efficacité dans cette étude-là était vraiment assez impressionnante, là. L'intensité moyenne de la douleur était passée de 8 sur 10 à 4 sur 10. Puis ceux qui avaient une douleur sévère, c'est passé de 67 à 7,6 %. Donc, c'était vraiment impressionnant. Ceux qui avaient une qualité de vie bonne ou très bonne, c'est passé de 14 à 58 %. Puis ceux qui avaient une qualité de vie mauvaise ou très mauvaise, c'était passé de 63 à 16 %. Donc, encore là, vraiment impressionnant. L'effet général, 94 % disaient qu'il y avait une certaine amélioration avec le cannabis. 35 % avaient diminué leurs autres médicaments. Puis au niveau des effets secondaires, il y en a quand même 32 % qui avaient des effets secondaires, puis il y en a seulement 11 % qui avaient cessé le cannabis, là, donc une très, très petite proportion parce que ce n'était pas efficace. Ce qui est assez surprenant aussi, c'est qu'on pense toujours que le cannabis va faire tomber plus, mais dans cette étude-là, les gens tombaient moins quand ils prenaient du cannabis, peut-être parce qu'ils avaient diminué les autres médicaments. Encore là, il faut le prendre avec un gros grain de sel, c'est comme trop beau pour être vrai, mais quand on voit des études, parce que c'est une étude qui était faite vraiment chez les 65 ans et plus, quand on demande aux gens s'il y a des études sur le cannabis chez les personnes de 65 ans et plus, c'est cette étude-là qui nous sort. Mais moi, je pense qu'elle était un petit peu trop belle. Je vais prendre quelques minutes, même si on est rendu à la fin, pour parler de quelque chose d'autre qui est vraiment très intéressant, avec les changements du système endocannabinoïde qui sont liés à l'âge. Pour avoir des choses qui sont, encore là, des études qui sont faites surtout chez les souris, mais qui pourraient, à un moment donné, être appliquées aux humains, qui pourraient être très intéressantes. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le système endocannabinoïde quand on vieillit? Ce qu'on a vu chez les rongeurs, donc les rats, les souris, c'est qu'on a vu qu'il y a une diminution des récepteurs puis une diminution des fonctions des récepteurs au niveau du cerveau, puis différentes parties du cerveau qui sont liées surtout à la mémoire, dont l'hippocampe. Ils ont vu aussi que les animaux jeunes qui ont problème dans le CB1, donc qui ont une diminution des récepteurs des CB1, ils performent mieux dans certaines tâches d'apprentissage ou de mémoire, mais chez les animaux âgés, c'est le contraire. Ceux qui ont un déficit en CB1 performent moins bien. Ce qu'on a vu chez les humains, c'est qu'il y a aussi une diminution des récepteurs puis des endocannabinoïdes. Ils ont regardé les effets du cannabis chez les souris, sur la mémoire des souris. Ce qu'ils font, c'est on l'appelle le labyrinthe de Morris. Donc, il y a une petite plateforme, il y a une petite plateforme ici. La souris qui est là, il faut qu'elle trouve la plateforme. La plateforme est sous l'eau. Donc, elle nage, puis elle trouve la plateforme parce qu'elle veut se sauver de l'eau parce qu'elle n'aime pas être dans l'eau. Donc, ils regardent combien ça prend de temps à la souris pour trouver la plateforme. Puis après ça, ils le font plusieurs fois. Puis normalement, elle devrait l'apprendre puis s'en souvenir d'une fois à l'autre.
Donc, ils ont regardé les jeunes souris, puis les vieilles souris et les souris d'âge moyen. Ce qu'ils ont vu, c'est que les souris d'âge moyen et les vieilles souris, ça leur prend plus de temps à apprendre la tâche. C'est normal. Quand on est vieux, ça nous prend plus de temps à apprendre une tâche. On voit ça aussi chez l'humain. Ce qu'ils ont vu, c'est que chez les souris d'âge moyen et les souris âgées, le THC améliorait la reconnaissance. Donc, quand on est plus âgé, on apprend mieux avec le THC. Ils ont regardé ça dans le temps. Donc, 6 jours plus tard, ils ont refait les mêmes tests. Puis, ils ont vu que chez les souris jeunes, avec le THC, ça détériore leur performance. Mais chez les souris âgées, le THC améliore la mémoire au même niveau que chez les jeunes. Ils ont fait d'autres tests. Donc, reconnaissance d'un nouvel objet, ce qui voit la mémoire à long terme. Puis encore là, le THC rend les souris plus âgées au même niveau que les jeunes. Puis un test de reconnaissance de partenaire, ça c'est ils faisaient le même test, mais avec une autre souris. Puis si tu es 2 souris, tu t'aides d'habitude si tu connais l'autre souris. Si tu ne connais pas l'autre souris, tu ne collabores pas. C'est comme ça chez les souris. Donc, si il leur faisait faire le test ensemble, puis le refaisait quelques jours plus tard, s'ils avaient déjà vu l'autre souris puis ils la reconnaissaient, ils auraient dû collaborer avec elle. Puis ce qu'ils ont vu, c'est qu'avec le THC, les souris âgées reconnaissaient plus l'autre souris. Moi, 2 souris, ça se ressemble pas mal, là, mais eux autres sont capables de se reconnaître. Donc, ce que ça nous dit, ça, c'est que chez les souris matures puis les souris âgées, le THC peut améliorer la mémoire. Donc, la conclusion de ça, c'est un peu, c'est comme avec les hormones. Avant, on donnait des hormones après la ménopause parce qu'on avait un déficit en hormones. C'est comme si on a besoin d'un certain niveau de THC dans notre organisme. Si on est jeune, on en a déjà assez. Donc, j'en ajoute. Ça va me détériorer. Mais si je suis plus âgé, puis j'ai un déficit, j'en ai pas assez, là, j'en ajoute, puis ça me remet dans la normale, donc ça va m'améliorer. On est encore loin de l'humain. Ça ne veut pas dire que tout le monde devrait commencer à prendre du THC, là, ici à la sortie. D'ailleurs, il n'y en a pas. Mais on est chez les souris. C'est des choses, je trouve, qui sont intéressantes à penser. Donc, en résumé, l'usage récréatif du cannabis augmente chez les aînés. Tantôt, on n'avait pas ces données-là. Moi, j'ai des données, surtout aux États-Unis, où ils ont montré que ça augmente beaucoup, comme les générations qui en ont plus consommé quand ils étaient jeunes vieillissent. Il y en a qui peut-être qui en ont consommé toute leur vie ou qui veulent revenir en jeunesse quand ils sont plus âgés. Donc, ça pourrait augmenter. Très peu d'années ont un trouble d'utilisation, mais ça pourrait peut-être soulager la douleur, améliorer la qualité de vie, diminuer l'utilisation des autres médicaments, mais on a peu d'études. En vieillissant, on a une dysfonction du système endocannabinoïde, puis les études chez les souris suggèrent que ça pourrait peut-être améliorer la mémoire en vieillissant.